Légendes urbaines. Ici Olivier Roy-Baillargeon. Bienvenue à ce nouvel épisode de Légendes urbaines, le balado de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'Université du Québec à Montréal. Chaque épisode de Légendes urbaines part d'une idée reçue et tente d'en révéler les racines, de distinguer ce qui relève du mythe et de la réalité, et de conclure en offrant une perspective plus éclairée sur le sujet. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques questions essentielles pour comprendre les rôles et responsabilités des élus du monde municipal et, par la bande, leur nombre. D'abord, y en a-t-il trop? Autrement dit, la population pourrait-elle être aussi bien représentée, mais à moindre coût, si on réduisait le nombre d'élus au conseil de ville et d'arrondissement? Le cas échéant, pourquoi le gouvernement du Québec ne réforme-t-il pas les instances municipales en ce sens? Sinon, pourquoi un nombre si élevé d'élus est-il justifié au niveau municipal? Pour voir plus clair dans tout ça, j'ai pris le temps d'en discuter avec François-William Croteau, ancien maire de l'arrondissement montréalais de Rosemont-la-Petite-Patrie de 2009 à 2021 et partenaire de longue date de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente. Également détenteur d'une maîtrise en administration des affaires et d'un doctorat en études urbaines, il dispose donc d'une double perspective analytique, tant comme acteur que comme chercheur, sur les interactions entre les parties prenantes de la gouvernance urbaine et régionale dans le Grand Montréal. Il a fondé et dirige aujourd'hui l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine, qui a pour mission d'accompagner les gouvernements de proximité et tous les acteurs des collectivités locales dans leur stratégie visant à assurer l'avenir de leur territoire et de leurs activités face aux défis d'aujourd'hui et de demain. C'était donc la personne tout indiquée pour discuter du nombre d'élus qui animent le monde municipal, de leurs responsabilités, de l'adéquation de leurs interventions et surtout de leurs interactions avec la population qu'ils et elles représentent. Voici donc notre conversation fascinante sur le sujet. Bonne écoute! Merci beaucoup, François-William Croteau, d'avoir accepté l'invitation de participer aux Légendes urbaines. On voulait discuter avec toi sur la base de ton historique comme élu, Oui. mais aujourd'hui comme ex-élu observateur de la scène politique, la légende urbaine selon laquelle au municipal, il y a trop d'élus. Qu'est-ce que tu en penses? On en parle beaucoup de cette problématique, mais souvent, c'est mal posé la question. Les gens se posent des questions surtout sur le fait qu'il y a plusieurs instances décisionnelles à Montréal et font le lien avec le nombre d'élus, alors que c'est pas essentiellement ce à quoi on doit vraiment réfléchir. Mais regardons plus spécifiquement lorsqu'on dit il y a trop d'élus et de quoi on parle exactement. Avant d'y répondre, là, franchement, j'aimerais ça qu'on prenne une espèce de pas de recul, puis qu'on regarde peut-être un point de vue de la perspective, ce qui est le Québec ou encore le régime municipal au Québec versus ce à quoi on se compare, parce que c'est ça qui est important de retenir. Quand on dit on a trop d'élus, oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et donc, souvent, on se compare à Toronto, à Vancouver, à New York, des régimes municipaux où le rôle de l'État est beaucoup moins important que le Québec. Donc, c'est-à-dire qu'on a un modèle essentiellement anglo-saxon qui est moins interventionniste, qui laisse davantage le privé et la communauté s'occuper de plusieurs champs de compétences qui, autrement, au Québec, où on a un modèle d'État-providence, un modèle d'État interventionniste, ça veut dire que l'État, généralement, s'occupe de beaucoup plus de tâches que dans le modèle canadien et états-unien. Et donc, si on se compare, bien entendu, dans cette perspective-là, on pourrait dire que Montréal-Toronto, il y a vraiment beaucoup d'élus à Montréal par rapport à Toronto. Mais il y a aussi probablement davantage de fonctionnaires municipaux parce qu'on cherche à faire par la Ville de Montréal davantage de choses que la Ville de Toronto. Oui, mais encore là, tout est une question de perspective. Et donc, si on se compare à des modèles semblables,
Hein? Donc là, comparons-nous, comme on dit toujours, là, comparons des pommes avec des pommes. Alors, comparons-nous à un modèle semblable. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la gouvernance urbaine. J'ai écrit un livre sur le régime municipal au Québec qui s'appelle Nos villes au front. Et justement, pour arriver à mettre en perspective le modèle municipal au Québec, et donc plus spécifiquement à Montréal, bien, le seul qui se rapproche vraiment en termes de mode de fonctionnement, d'intervention et d'encadrement légal, c'est le modèle français. Mhm. Ils ont aussi le Code civil et donc on peut se comparer vraiment, vraiment à presque quelques millimètres près du modèle français. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le modèle français? Beaucoup plus d'élus municipaux même qu'au Québec et même qu'à Montréal. Alors, donc, moi, j'aime ça qu'on compare puis qu'on mette en perspective. Mhm. Mais il y a certaines nuances que j'aimerais apporter quand même. Ben oui. Montréal, il y a 65 élus au conseil de ville. Le conseil de ville siège, puis il y a des conseils d'arrondissement parce que Montréal est une ville décentralisée. Comme Paris. Comme Paris, Oui. comme bien d'autres villes, et c'est une sorte de fédération. Hein? Pensons un peu au Canada. Le Canada a des responsabilités plus nationales comme l'armée, la monnaie, les grandes infrastructures, etc. Et les provinces ont des champs de compétences qui leur ont été délégués dans la Constitution canadienne, comme la santé, l'éducation, les municipalités, par Mhm. exemple. Les créatures des provinces. Ouais. Et donc, au Québec, à Montréal, c'est la même chose. La ville de Montréal, ce qu'on appelle le central, a des responsabilités plus fédération, plus montréalaises. Donc, le transport en commun, le réseau cyclable, le réseau d'infrastructures souterraines, le développement économique. Donc, des choses qui sont plus transversales. Alors que au point de vue plus local, ce qui est l'entretien des parcs, le réseau local, les sports, les loisirs. Donc, ce qui est vraiment service de proximité au quotidien, c'est délégué aux arrondissements. Ce qui veut dire que dans une structure comme celle-ci, ça prend donc des gens qui nous représentent localement pour s'assurer que les services locaux sont bien délivrés. Mhm. Donc, en termes de démocratie participative, si on veut que ce soit des élus qui représentent les citoyens et qui s'assurent de la délivrance des services, il faut des élus pour le faire. Sinon, on délègue à des fonctionnaires ce rôle-là qui n'ont pas à rendre des comptes à la population en 4 ans. Mhm. Et ça serait donc un déni de démocratie. C'est pour ça qu'en termes de structuration de services, c'est normal dans le modèle dans lequel on a implanté la gouvernance de Montréal qu'il y ait autant d'élus. Donc, n'avoir moins, il y aura un déficit de représentation et nécessairement, il y aurait des fonctionnaires qui seraient engagés pour remplacer le rôle que certains élus jouent localement. Par contre, il y a, en termes de démocratie, on s'est dit qu'il fallait un nombre minimum d'élus par arrondissement. Ce qui a amené un certain déséquilibre à certains égards. Ça veut dire qu'il y a des arrondissements qui, pour combler le nombre d'élus qu'ils avaient, un minimum de 5 était prescrit, ben, ils ont ajouté des élus d'arrondissement. Et c'est là qu'il y a un mélange des genres un peu. Quand on dit, ah, il y a 103 élus à Montréal, il y en a beaucoup trop. Oui, si on regarde le chiffre global, ça a l'air important. Mais il faut se rappeler qu'il y a 65 conseillers de ville qui siègent au conseil de ville. Les conseillers d'arrondissement, ce sont des personnes qui travaillent essentiellement à temps partiel, avec de très faibles revenus, autour de 30 000 par année, et qui ont un rôle surtout de soutien à des élus pour combler certaines tâches. On pourrait imaginer que entre le 103 et le 105, il y a une marge qui pourrait peut-être être réduite. On pourrait sûrement revoir et là, il y a peut-être un gain. Encore là, il faut se poser la question, est-ce qu'il y aurait plus d'efficacité? Est-ce qu'il y aurait vraiment des économies financières de couper ces élus-là? Mettons qu'on en coupe 10 à 10, 30 000 chacun, ça fait une économie de 300 000 sur un budget de 7,5 milliards. Toutes choses C'est étant égales par ailleurs, des bouts de chandelle. c'est un peu des bouts de chandelle. Donc, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Puis je pense que c'est un débat facile. Ça frappe l'imaginaire. Oh, 103 élus, c'est pour ça que la ville est ingouvernable. Non.
Parce qu'au quotidien, c'est les fonctionnaires, puis les professionnels, puis les cadres qui gèrent réellement la ville. Les élus sont pas là pour prendre l'appel, puis colmater les nids de poules, puis Non. écrire les sommaires décisionnels, etc. Donc, ils sont là pour représenter les citoyens. Mhm. Donc, moi, souvent, je trouve ça un peu drôle. C'est comme pour moi, c'est un faux débat. C'est une fausse bonne idée de réduire le nombre d'élus. Il y a beaucoup d'autres choses auxquelles on doit s'attaquer pour que la ville soit plus efficace et sauver des coûts que se dire, ah, il y a trop d'élus. Ouais, mais si vraiment on fait un calcul, puis on enlève le nombre d'élus de Montréal par rapport à Toronto, on va faire un gain peut-être de 10 millions de dollars au total sur un budget de 7,5 milliards, mais est-ce qu'il y a un gain vraiment? Parce qu'il y a des gens qui devront être remplacés, il y a des gens qui devront répondre aux citoyens C'est ça. qui demandent des comptes, qui appellent au bureau d'arrondissement, qui appellent à la ville, qui disent Hey, qui peut m'aider? Ben, ça veut dire que si tu enlèves un élu, souvent tu remplaces par un professionnel qui est même mieux payé que l'élu, puis en plus qui ne rend pas des comptes parce qu'il n'est Non. pas élu. C'est ça, parce que tu as mentionné l'efficacité, mais on revient au déni de démocratie, de dire plus d'imputabilité, c'est plus de responsabilité aussi. Ça veut dire que le citoyen, la citoyenne peut se sentir adéquatement compensé dans ses préoccupations, prises en considération et Ça tout. fait Il y a ailleurs au Québec des municipalités qui ont choisi d'avoir un système sans arrondissement. Je pense à la ville de Gatineau, par exemple, qui a des secteurs, donc qui n'a pas de représentation locale par mairie d'arrondissement et conseil d'arrondissement. À la ville de Québec, qui a quand même des arrondissements, mais sans représentation démocratique ils ont des aussi. conseils de quartier quand même. Ils sont, c'est ça, une strate encore plus infralocale. Donc, est-ce qu'il y a lieu de réfléchir le modèle, j'allais dire le modèle québécois, comme des modèles québécois, et est-ce qu'il y a lieu de voir que peut-être l'avenir se situerait plutôt dans la plupart des municipalités ressemblent davantage à Gatineau ou à Québec, est-ce que chaque ville a lieu d'avoir sa propre configuration de Ben, tout à gouvernance? fait, tout à fait. Ça te prend toujours le bon modèle pour le bon niveau de gouvernance tu t'attaques. Donc, moi, je suis un fervent défenseur du principe de subsidiarité et de s'assurer que ton niveau d'intervention, il est à la bonne échelle. Comparer Montréal, encore une fois, à Québec ou Gatineau, c'est pas une bonne idée. Non. Montréal a 2 millions d'habitants avec un énorme territoire. Gatineau, on est dans même pas 200 000 habitants ou un peu plus, peut-être. J'ai pas le chiffre, je me rappelle pas. Moi, j'ai dirigé Rosemont-la-Petite-Patrie, un arrondissement qui est l'équivalent de la 7e ville au Québec. Il y avait 5 élus dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Si je compare la 10e plus grande ville au Québec, qui est Terrebonne, il y a 15 élus. Donc, qu'est-ce qu'on compare? Hein? Puis à quoi on s'attaque? Mhm. Donc, Montréal, c'est complexe. On a fusionné des villes qui étaient des banlieues importantes, hein, qu'on parle comme Ville-Saint-Laurent, Montréal-Nord, des villes comme la Chine, La Salle, qui étaient des villes autonomes, Mhm. pleinement, avec des mairies et tout, qui sont beaucoup des banlieues. Puis on avait un cœur de ville, Montréal, qui est une ville très dense, avec des quartiers avec du 9 000, 10 000, 11 000 habitants au kilomètre carré, alors qu'on a des banlieues où on a du 1 500 habitants au kilomètre carré, ce qui veut dire que gérer une ville aussi diversifiée et différente d'un côté à l'autre, si on se dit, ben, on va centraliser comme à Gatineau, ben, il va y avoir un problème inévitablement. Parce que ça veut dire en termes juste en termes réglementaires. Sur un territoire donné, lorsque vous adoptez un plan d'urbanisme, on ne peut pas adopter certains règlements spécifiques à des secteurs et à d'autres non. Il y en a certains que oui, d'autres non. C'est-à-dire que ton règlement d'urbanisme doit s'appliquer sur l'ensemble de ton territoire. Mhm. Ça voudrait dire qu'on appliquerait des règlements qui, dans certains secteurs, ne feraient aucun C'est sens. ça. Ce qui est bon pour la Chine est pas bon pour Rosemont et vice-versa. Ou pour Saint-Laurent, ou encore pour Rivière-des-Prairies et Roxborough, Pierrefonds-Roxborough, etc. Hein? Donc, d'avoir décentralisé, par exemple, la réglementation d'urbanisme permet d'adopter une approche beaucoup plus spécifique et qui répond à des besoins spécifiques.
À trop voir grand, on répond à aucun besoin, on fait juste créer de l'insatisfaction. Dans le quotidien, ça fonctionne très, très bien. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est surtout dans le bruit de fond des réseaux sociaux puis des médias qu'on entend. Mais dans le quotidien, les citoyens vivent une très bonne expérience avec leurs services de proximité, avec leur arrondissement, et ça fait que ça fonctionne. Donc, à Montréal, c'est le modèle qui était adopté selon comment la ville était structurée et son héritage culturel, son héritage démocratique. Gatineau, ça a été 3 villes qu'on a fusionnées, Hull, Gatineau et Elmer, essentiellement des villes. Hull était plus le cœur, je vous dirais, dense, puis le reste, pas mal des banlieues. On a fusionné pour Gatineau, mais c'est un territoire qui est très étendu avec une très faible densité. On n'a pas les mêmes enjeux. Québec, c'est autre chose aussi. Et donc, moi, je trouve périlleux de se dire qu'il faudrait avoir le même modèle. D'ailleurs, ça n'existe pas, ça, un modèle uniforme dans un pays où on a le même mode de gouvernance d'une ville à l'autre. Le modèle de gouvernance de Los Angeles n'est pas celui de New York Mhm. ou de Boston. Il est différent. Londres, c'est encore plus décentralisé que Montréal. C'est hyper décentralisé. Le maire ou la mairesse de Londres a très peu de pouvoir concret. Oui, mais c'est ça. Et donc, souvent, on ne se met pas en perspective. En France, ben, la métropole de Paris a un mode de gouvernance complètement unique en France. Lyon a son mode aussi. Nantes a le sien. Marseille a le sien parce qu'on a fait des configurations de gouvernance qui concordaient avec la réalité du milieu. Et ça, moi, je trouve ça d'autant plus intéressant que de vouloir appliquer un modèle unique. C'est non, non, ici, ce modèle-là ne fonctionne pas. Lequel est le meilleur pour nous? Ça, c'est une belle façon d'adresser la question de gouvernance spécifiquement. Et il y a juste dans le milieu municipal que ça existe. Mhm. Parce qu'on est capable de s'adapter à la réalité locale. Et voilà un modèle inspirant, je trouve, c'est celui de se dire, ben, adoptons le bon modèle de gouvernance pour les nécessités locales plutôt que de se dire, non, non, ça devrait fonctionner de telle manière. On a tendance à simplifier, à vouloir centraliser. C'est plus facile à expliquer, mais on répond jamais aux besoins Ouais. spécifiques. Je trouve ça intéressant que tu ailles sur le terrain métropolitain avec les exemples justement de Londres, de Paris. Dans le modèle français, même les trois grandes, Paris, Lyon, Marseille, se sont constituées comme des métropoles différentes où le pouvoir qui a été conféré à l'échelon métropolitain a été justement asymétrique parce que leurs réalités métropolitaines sont différentes. Et justement, la vraie métropole du Québec, c'est le Grand Montréal et non seulement l'île de Montréal. Est-ce qu'il y aurait lieu d'envisager dans une réforme à venir de confier des pouvoirs d'élection à une personne qui représenterait le Grand Montréal? Ouais. Ben, ça, c'est comme ben, Paris, c'est comme ça. Lyon aussi, dans une certaine mesure. Donc, par exemple, à Lyon, il y a la métropole de Lyon et il y a un président de métropole qui est élu, qui n'est pas le maire de Lyon. Et il y a une quarantaine de communes, si je ne me trompe pas, qui sont membres de la métropole de Lyon. Mhm. C'est 2 structures démocratiques indépendantes. Et la métropole gère plusieurs éléments et la ville de Lyon gère certains secteurs. Et donc, ils sont élus. Si on compare à Montréal, par exemple, la communauté métropolitaine de Montréal, son président ou sa présidente est de facto la personne qui représente le plus grand nombre. Donc, c'est Montréal, automatiquement. Et il y a un directeur général de la CMM qui est nommé par le conseil d'administration. Ce sont les mêmes élus des différentes villes et communes qui y siègent. Ce pas des élus spécifiques. Ce qui veut dire que la reddition de comptes, elle est un peu aléatoire et ça crée aussi certaines tensions. L'autre facteur, c'est que la CMM contient 82 villes. C'est immense. C'est vraiment immense. Puis moi, j'en ai parlé dans mon dernier livre. C'est beaucoup trop gros. Un mode de gouvernance avec 82 villes, c'est impossible d'être capable d'arriver à un mode de coordination qui est assez représentatif. Ça devrait être beaucoup plus petit. Et là, oui, sûrement s'inspirer du modèle français, se dire, ben, on devrait élire une présidence de métropole avec des représentants qui s'occupent de certains champs.
très spécifiques, comme par exemple le transport collectif métropolitain, qui pourrait aller au-delà de simplement la Société de transport de Laval, de Longueuil, de Montréal, plus Exo qui délivre, puis comment on peut mieux coordonner le transport collectif métropolitain de façon intégrée avec les tarifs, avec les zones, que ça soit plus fluide, qu'on n'ait pas à repayer à chaque fois quand tu pars de Laval puis que tu rentres à Montréal, par exemple. Et là, d'avoir justement des compétences métropolitaines qui sont plus intéressantes pour la coordination, puis d'autres qui relèvent des villes. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être franchement intéressant. Puis là, ben, les gens vont en peur, vont dire encore, on va rajouter d'autres élus. Il y en a Ben, déjà trop. ouais, mais là, il y aurait peut-être lieu à ce moment-là de revoir à certains égards s'il y a des compétences qui partent des villes vers la métropole, ben, de réduire à ce moment-là le nombre d'élus en conséquence dans les villes concernées. Donc, il y a quand même des choses à revoir. Moi, je pense que un modèle, ça doit être quelque chose qui bouge, qui est pas statique, qui évolue. Puis ça fait longtemps que le modèle québécois n'a pas bougé. Ça fait déjà très longtemps depuis les fusions. En Puis 2002. là, je pense qu'on serait dû pour avoir une discussion ouverte sur est-ce que ça fonctionne et puis qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Mhm. Parce que le titre de ton ouvrage, c'est Les villes au front. Ouais. J'imagine que c'est notamment le front climatique, mais aussi le front de l'abordabilité du logement. L'itinérance, oui, la crise du logement, l'économie, il y a un paquet de crises que les villes aujourd'hui gèrent. On parlait tantôt là, tu sais, de le rôle des élus. Ben, moi, quand j'ai été élu la première fois, on n'avait pas de crise du logement, on n'avait pas de crise d'itinérance, il n'y avait pas de crise d'opioïdes, etc. On n'était pas interpellés. Et donc, aujourd'hui, il s'est ajouté des enjeux métropolitains, municipaux qui n'existaient pas avant et qui les gens interpellent. Mm. Les gens, ils s'en foutent de savoir ce que c'est mon député fédéral, provincial. La première personne qu'ils vont voir, le réflexe qu'ils ont, c'est d'aller voir leur élu local, Ouais. l'élu municipal. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les élus sont encore plus débordés qu'ils l'étaient là 15 ans. Et là, on se dit, il y a trop d'élus. Hey, ben, je m'excuse, là, mais dans un contexte comme celui-ci, si vous voulez être certain qu'il n'y aura pas personne qui va se présenter aux élections, augmenter leur fardeau, c'est sûr qu'il n'y aura personne. On a eu aux dernières élections, là, plus de 55% des maires au Québec qui ont été élus par acclamation. Sans opposition, ouais. Ben, posez-vous la question pourquoi? C'est pas parce qu'il y a trop d'élus. C'est peut-être parce que justement le fardeau de ces personnes-là est tellement important par rapport à ce qu'on est payé et le soutien qu'on a, et ça n'intéresse pas grand monde. Donc, tu sais, la légende initiale est une légende. Ouais. Parce que l'autre dimension de ça, c'est pas juste qui se présente, c'est combien de gens sortent de chez eux pour voter. Parce que des 3 paliers auxquels on vote, le municipal, c'est de loin celui qui attire le moins haut Ouais, pourcentage de participation. tout à fait. Selon toi, parce qu'on le dit toujours, tu sais, quand la personne est interpellée, mes vidanges sont pas ramassés, il y a une ampoule de brûlée dans le lampadaire sur ma rue, ça me prendrait un dos d'âne ici. C'est l'échelle de gouvernement maintenant qui est la plus concrète Tout à fait. visuellement dans le quotidien des gens. Pourtant, c'est celle qui mobilise le moins. Oui, ben, c'est compréhensible parce que lorsqu'on parle, par exemple, du gouvernement québécois, tout le monde paye des impôts. Ouais. Et donc, tout le monde se sent concerné par l'élection. Je vais y aller bien basique, là. Ouais. Et quand on parle du municipal, ben, c'est pas tout le monde qui paye des taxes municipales. Non, les propriétaires, En fait, officiellement, oui, parce que le propriétaire refile sa facture de taxes municipales à son c'est locataire. Ouais. Mais le locataire, il ne reçoit pas de communication de la ville. Il ne reçoit pas son compte de taxes. Pour lui, ça n'existe pas. Par contre, il fait son impôt. Et donc, on voit là, tu sais, juste au niveau mental, il y a un lien qui n'existe pas. Les jeunes sont moins intéressés par la politique municipale, ne sont pas arrivés là dans leur vie, justement parce qu'ils étudient, ils sont juste locataires, en colocation, ils n'ont pas commencé à vivre vraiment. Ils payent de l'impôt, par contre, déjà. Tu sais, en travaillant, ils peuvent recevoir des bourses, des prêts du gouvernement, etc. Ils ont déjà une relation institutionnalisée depuis l'âge de 16 ans avec le gouvernement fédéral et provincial, ce qui n'est pas le cas du municipal. Ça vient tardivement dans la vie. D'autre part, les nouveaux arrivants, les nouveaux Canadiens aussi,
leur relation est aussi très éloignée du municipal. C'est surtout programme d'emploi, programme d'aide, d'immigration, etc., fédéral, provincial. Avant que leur lien arrive avec la municipalité, ça va prendre des années. Donc, ce qu'on remarque quand on regarde les taux de participation, c'est qui vote vraiment. Et là, on se rend compte que c'est, un, les propriétaires. Deux, les personnes les plus éduquées de la population qui sont plus sensibles à ces choses-là et qui, je dirais, courent un peu moins après la survivance. Bon, parce que souvent, il y a un lien entre le niveau d'éducation et Niveau de le revenu. de revenus et les personnes âgées aussi qui votent plus. Donc, ça, c'est vraiment les trois électeurs types. On se rend compte que les communautés votent très, très peu, justement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de liens. On se rend compte que les locataires, ils votent pas, sauf ceux qui sont éduqués dans certains quartiers plus denses. C'est comme on peut le voir dans des quartiers comme le sud-ouest, Verdun, Plateau. Là, on sent les jeunes dans certains secteurs qui plus sensibilisés, plus je dirais, militants. Bon, vont avoir tendance à plus voter. Sinon, essentiellement, ce sont les propriétaires de maisons, de duplex, qui vont voter au Pour municipal. protéger la valeur de leur propriété, entre autres. Ce qui veut dire que, essentiellement, tu sais, quand on se pose la question, est-ce qu'une question. Puis là, on parle de Montréal, mais à l'extérieur de Montréal, c'est pareil aussi. C'est quoi la question de l'urne? La question de l'urne est jamais le déneigement, et jamais la collecte des déchets. Jamais le colmatage de nid de poule. C'est le taux de taxe. Ça me coûte-tu plus cher qu'avant? Puis j'en ai-tu pour mon argent de façon générale? Pas quelque chose de spécifique. C'est encore ça, malheureusement, au municipal, et on l'a constaté à la dernière élection. J'espère, moi, que dans ce qui s'en vient, que les enjeux vont un petit peu plus bouleverser, justement, les plaques tectoniques démocratiques pour que les gens se rendent compte que le milieu démocratique qui est le mieux à même de nous aider à passer à travers cette crise-là, c'est le niveau de gouvernance municipale. Puis que si on ne se préoccupe pas de ce niveau de gouvernance-là, il va s'occuper de nous. Comme Falardeau le disait. Et donc, il faut s'occuper de ce niveau de gouvernance-là davantage que le provincial puis le fédéral parce que c'est là que ça se passe. Ouais. Il faut qu'au cours des 4 prochaines années, il y ait vraiment cette discussion collective avec la population en disant, mais essayer de trouver justement comment on peut faire pour intéresser plus les gens, puis que les gens se rendent compte que si justement on n'a pas les bons représentants, les enjeux qui nous touchent, puis qu'on débat là, depuis des semaines et des mois et des années, ben ils ne seront pas résolus de la façon dont on le souhaite. Parce que si on n'a pas les bons représentants, ça veut dire que le cynisme vient un peu de ça, mais le cynisme vient aussi du fait que à ne pas participer aux élections, c'est normal qu'on n'ait pas les bons représentants. Mais il faut aussi que les gens comprennent qu'une démocratie représentative, ça veut dire qu'on donne un mandat de 4 ans à quelqu'un de nous représenter et il nous a convaincus de le représenter avec un plan de match. Il nous a dit, voici ce que je veux faire pour toi dans les 4 prochaines années. Es-tu d'accord, oui ou non? Oui, parfait, je vais le faire. 2 mois après, on dit, hey, j'ai pas voté pour ça. Ben oui, on a voté pour ça. Puis il y a la légitimité de le faire. Et ça aussi, c'est un autre problème. C'est un autre problème de culture politique au Québec et de connaissance, de littératie démocratique. Quelqu'un qui a obtenu un mandat de 4 ans avec un programme détaillé, qui a fait campagne pendant des mois en vous disant voici ce que je vais faire. Quand il gagne, il a la légitimité de le faire. Venez pas dire que c'est une dictature ou que tu n'as pas été consulté. Oui, tu as été consulté. Si tu n'as pas voté, ben, je suis désolé, c'est de ta faute. Et ça, moi, je suis très critique face à ça. Pour avoir été élu à des taux de participation de 57%, puis un score de 70%, j'avais la plus forte légitimité démocratique au Québec, puis on me disait encore
J'ai pas voté pour ça. J'ai pas voté pour ça, puis tu m'as pas consulté. Ben, ça va prendre quoi? Ça va prendre un vote à 90% comme en Russie? Ouais. Je veux dire, à un moment donné, c'est ridicule. Ou que je rentre dans ton salon puis que je prenne la liste de On tes. ne prendra jamais de décision. Alors, tu sais, là, il y a ça aussi. Je pense que, tu sais, tout le phénomène de réseaux sociaux, de facilité, de perte de contact avec la bonne information, du détachement, de tout ce qui va vite, c'est comme si aujourd'hui, les gens prenaient juste des petites brides de ce qui fait leur affaire, puis ils portent des jugements à l'emporte-pièce, et ça donne ce que ça donne aujourd'hui, un détachement, une coupure de contact entre la réalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on porte des jugements sur nos élus, sur des choses qu'ils devraient ou qu'ils n'ont pas fait ou qu'ils auraient dû faire, alors que ça n'a souvent aucun lien avec leur propre responsabilité démocratique. Quand on reproche à la mairesse de Montréal qu'il y a des itinérants, par exemple, qui ont fracturé les vitres de l'hôpital du CHUM, mais la mairesse de Montréal n'a aucun rapport avec ça, mais on la tient responsable. Tu sais, donc, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est que Ouais. faut qu'il y ait une vraie conversation, puis que les gens, qu'on les forme sur c'est quoi une démocratie, puis c'est quoi ton rôle comme citoyen, puis c'est quoi qu'on doit s'attendre de nos élus vraiment, parce que sinon, on tourne en rond. Le corollaire de ce que tu présentes, dans le fond, ce serait de dire, ben, venez donc à ma place siéger au conseil de ville. Puis vous allez voir que je découvre comme vous que les vitres ont été fracassées. C'est pas si simple que ça, gérer une ville, là. Parce que dans mes études en sciences politiques, moi, je me souviens d'avoir entendu parler d'une une sorte d'expérimentation sociale. Je ne sais pas si ça a été poursuivi, mais où dans certaines juridictions, on avait choisi que les gens qui seraient les élus ne seraient pas des gens qui seraient élus. Ce serait comme un tirage au sort rotatif, comme pour désigner des jurés dans un procès, où tout le monde aurait Un peu l'occasion. comme la démocratie athénienne, d'une certaine manière, où on était obligé, pour être reconnu citoyen, de participer à la démocratie, et c'était pratiquement un tirage au sort, et tu étais obligé de le faire. C'est ça, tu étais désigné pour être Ouais. élu pour une courte période, puis là, tu te mettais les mains dedans, puis là, assis dans le bain, tu réalisais que, OK, quand je suis de l'autre côté, puis que je mets de la pression sur bon, ben là, maintenant, c'est moi qui la reçois, la pression. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Comment est-ce que j'explique? Il y aurait un acte pédagogique quand même. Ouais, mais là, ça ferait en sorte que on serait juste en expérimentation puis on livrerait pas rien, là. Non? Non, ça pourrait pas fonctionner parce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu as des nouveaux élus, tes fonctionnaires doivent faire des notes puis des rencontres de briefing pour leur expliquer ça. Le temps qu'ils commencent à prendre la main de ce qu'ils doivent faire, il faut déjà qu'ils passent la main à quelqu'un d'autre. Alors, non, la machine ne fonctionnerait pas, là. On peut On pas aurait, faire ça. on aurait un bris de service complètement, là. Parce que, Par contre, tu sais, je pense qu'il y a de l'éducation à faire ouais, populaire sur c'est quoi le vrai rôle d'une ville, par exemple. Tu sais, moi, il y a plein de gens qui me discutent. Puis, pourquoi une entreprise privée, on peut faire ci? Pourquoi là? Puis, c'est pas la même chose. ben, on compare vraiment. Tu sais, une entreprise privée, sa job, c'est de faire des profits, essentiellement. S'il y a du monde qui ne sont pas contents de son produit, elle s'en fout complètement. Elle veut juste essayer d'acquérir des parts de marché. Elle n'a pas à gérer avec du monde qui ne sont pas d'accord avec ton produit. Mhm. Ils vont juste pas l'acheter. Quand tu gères une ville, tu dois gérer ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que tu as livré. C'est ça. C'est l'inverse. Et donc, la Mhm. complexité, elle est excessivement différente. Puis, tu n'es pas là pour faire des profits, tu es là pour délivrer des services publics. Donc, normalement, ton but, c'est pas de faire de l'argent sur le dos des citoyens. C'est de dépenser l'argent pour prendre des services. Alors, tu sais, Avec une injonction des citoyens que tu dépenses le moins de leur argent. ben, ouais, mais je veux dire, d'accord, parfait, dans ce cas-là, on va couper des services, puis là, ben, les gens vont se plaindre, ah, ils vont. Ben, c'est ça, on peut pas. Cette idée de se dire, ouais, mais pourquoi on gère pas les instances publiques comme des entreprises privées? Ben oui, ça existe à certains endroits dans le monde. Ça s'appelle New York, par exemple. Mais là, vous allez vous rendre compte que le service de proximité n'est pas pareil. Puis tu vas devoir te débrouiller pour bien des affaires. Mhm. Puis si tu penses que les permis de rénovation sont émis rapidement à New York par rapport à Montréal, ben j'ai des petites nouvelles pour vous. C'est long en tabarouette. OK? C'est désespérant.
parce qu'il y a moins de services, il y a moins de tout. Donc, je trouve qu'on est souvent dans la facilité face à ces enjeux-là concrets. Puis moi, je pense que ça prendrait beaucoup trop de temps d'éduquer chaque individu à la démocratie, de les impliquer. Il y a d'autres façons de faire, comme d'avoir un cours de citoyenneté à l'école où on apprend à être un citoyen dans une démocratie, puis à comprendre à quoi sert notre système démocratique, puis c'est quoi le rôle de chacun. Il n'y a personne qui apprend ça. Personne, personne. On va voter, mais on ne sait même pas quel est réellement... Je vais aller plus loin. Je suis convaincu demain matin que si je pose la question à 90% des journalistes qui traitent de la chose municipale, qui n'ont même jamais lu la charte de leur ville ou la loi sur les cités et villes, qui n'ont aucune idée du rôle réel qui est délégué aux municipalités par le gouvernement ou par leur propre conseil. Ils disent les choses aussi à travers leur chapeau, puis là, ben, ça redescend. Puis moi, je nommerai pas personne, mais le nombre de fois que je lis des articles de journalistes qui traitent de sujets municipaux, puis je fais « Ah, mon Dieu! » Si seulement ils savaient que De quoi tu parles? on peut pas faire ça. C'est n'importe quoi. Et donc, tu sais, la culture politique au Québec, elle est franchement À faire. ouais, pathétique. Espérons que cette conversation, aussi humble soit-elle, puisse avoir l'effet pédagogique qu'on Ben, souhaite. puis ça peut avoir un effet au moins sur les étudiants, professeurs et autres qui l'écouteront. Ça aura au moins fait un peu œuvre utile. Est-ce qu'on va te revoir sur la scène municipale dans un avenir quel qu'il soit? Pas pour les prochains 4 ans, c'est sûr, mais on peut jamais dire jamais dans la vie. Mais pour l'instant, je suis très heureux à l'extérieur de la chose politique. Dans la posture de l'observateur. Ouais, Un grand merci pour cette conversation. merci à toi. Voilà, c'est dit. Non seulement il n'y a pas trop d'élus au municipal, mais on pourrait même affirmer qu'au contraire, il n'y en a pas assez pour assumer toutes les nouvelles responsabilités qui leur incombent depuis quelques années. Les élus des conseils de ville et d'arrondissement jouent un rôle crucial de représentation des intérêts de la population. Et en réduire le nombre par souci de rigueur budgétaire s'accompagnerait d'un important déficit démocratique local. Si je devais résumer cet échange avec François-William Croteau en 3 grandes lignes, ce seraient les suivantes. Premièrement, il a insisté à juste titre sur l'importance du principe de subsidiarité, qui veut que la prise de décision et la capacité d'action incombent au gouvernement le plus près possible de la population concernée. Certes, appliquer ce principe implique une forte décentralisation du pouvoir, donc une démultiplication des instances. En revanche, le grand nombre d'élus sur le terrain assure une véritable prise en considération des préoccupations de la population, bien mieux que par les fonctionnaires ou par les élus des paliers supérieurs. Deuxièmement, il est non seulement normal, mais également souhaitable qu'il n'y ait pas de modèle unique en matière de structuration des instances locales et régionales. Chaque ville et chaque métropole a son propre contexte physique, socioculturel et démocratique. Sa gouvernance doit, par essence, refléter ces dynamiques politiques qui la distinguent des autres villes et métropoles. Autrement dit, à chaque contexte, son modèle, adapté à la réalité locale. Troisièmement, enfin, les dynamiques régionales du Grand Montréal ont beaucoup évolué au cours des 2 dernières décennies. Les élus qui siègent à la communauté métropolitaine sont en tension constante entre, d'une part, l'intendance quotidienne à l'échelle micro-locale et, d'autre part, l'adoption d'une perspective de planification globale dans une approche réseau. Pour clarifier les rôles et les responsabilités, l'heure est peut-être venue d'élire un conseil métropolitain. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous retenu de cet échange avec François-William Croteau? Votre vision quant aux élus du monde municipal, à leur nombre et à leurs responsabilités, a-t-elle évolué comme la mienne à la lumière de notre discussion? Écrivez-nous sur les médias sociaux de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'UQAM ou via le site villeintelligente.esg.uqam.ca.
Merci pour votre écoute et à bientôt pour le dernier épisode de Légendes urbaines.